au webinaire de l'innovation, qui est coordonné et co-organisé par la Chambre d'agriculture de région Corse et ICO. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Gilles Salva du CRVI. Pour notre second webinaire, nous restons dans la vigne. Petite précision technique, donc ce webinaire, il est enregistré, donc comme ça, vous pourrez réécouter le replay. Je vous enverrai le lien après dans l'après-midi ou demain. Si vous voulez poser vos questions, je vous conseille donc de les poser dans la conversation. Comme ça, on répond soit à la fin d'un chapitre, soit tout à la fin de l'intervention de Gilles. Alors, aujourd'hui, nous recevons à notre micro Gilles Salva, qui est directeur du pôle végétal chargé des expérimentations viticoles au CRVI. Et sans plus tarder, moi, je vais laisser le micro à Gilles, qui va donc vous présenter ses missions au sein du CRVI et puis plus spécialement les expérimentations autour du piège connecté. L'idée, c'est quels sont les avantages et les inconvénients du piège connecté, combien ça coûte, comment ça fonctionne. Et est-ce que, je lance déjà finalement la première question, le piège connecté peut être utile dans le cadre de la lutte contre la cicadelle africaine. Donc, sans plus tarder, je laisse le micro à Gilles. Bonjour à tous et tous ceux qui vont venir par la suite. Oui, mes missions au sein du CRVI sont de plusieurs ordres. Je dirige le pôle végétal. À ce titre-là, il y a plusieurs niveaux, surtout le matériel végétal, tout ce qui est vignes-mères, conservatoire de clones, etc. Je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Et au niveau des expérimentations viticoles, elles sont de plusieurs ordres. Par le passé, j'ai pas mal travaillé sur la cicadelle verte. Et là, le passé me rattrape maintenant, je ne pensais pas. Euh, on travaille aussi sur plusieurs sujets, l'oïdium, bon là, j'ai en charge l'édition des BSV, et les bulletins de contrôle de maturité aussi quand on arrive à la fin de la saison au niveau des vendanges. Donc là, aujourd'hui, le thème c'est la cicadelle ou les cicadelles. Euh, je vais faire un partage d'écran tout de suite. Euh, Est-ce que c'est visible pour tout le Oui, monde? oui. Hop, voilà. Donc le thème il y a deux thèmes en un. Ici, on va parler de pièges connectés. Alors bon, comme je disais à Sandrine, ceux qui ont vu comme titre la lutte contre les cicadelles risquent d'être un peu déçus, mais on va pouvoir en parler. Euh, Là, on va utiliser un piège connecté qui indirectement va faire partie de la lutte, mais ce n'est pas un moyen de lutte au sens de piégeage massif comme on peut l'avoir sur les mouches des fruits, par exemple, hein. C'est un piège, on va le voir, qui sert à mieux connaître la biologie du ravageur, et puisqu'il faut commencer par connaître la biologie du ravageur pour mieux intervenir, si tant est que des moyens de lutte existent et soient efficaces. Donc, les pièges connectés au service du suivi des populations de cicadelles. Alors, quelques rappels brièvement. Sandrine, tu me dis si je suis un peu trop long. On parle de cicadelles des grillures au sens large. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de cicadelles. Et là, on va parler essentiellement de deux cicadelles. La cicadelle dite des grillures, c'est la cicadelle Ampoas cavitis. C'est celle qu'on a dans le vignoble de façon historique. Il y a très longtemps, le vignoble de Patrimoine était très, très impacté. Ensuite, c'est descendu plutôt dans la plaine orientale et dans le vignoble ajaxien. Alors ça, depuis les années 90, 2000, 2010.
Et on a eu une recrudescence de symptômes de cicadelle dans le vignoble, surtout en plaine orientale, au milieu des années, fin des années 2010. Et donc, on s'est aperçu plus tard qu'on n'avait plus affaire à Ampoix cavitis, mais à Jacobiasca libica. Donc, dans les années 2019-2020, très très fortes attaques dans le vignoble, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, hein. Les symptômes, c'est simple, là on arrive en fin de parcours de la vigne. On comprend le terme de grillure. Voilà, le feuillage est complètement ravagé. Donc on a eu ces problèmes de 2019 à 2023-24. Ça a commencé au niveau de la plaine orientale, ensuite Patrimoine, Ajaccio, et en fait en quelques années, là c'est toute la Corse qui est concernée par ce ravageur. Donc on commence à avoir des captures là, dans les pièges qu'on a mis en place là, depuis le début du printemps. Les populations du printemps en général ne font pas de dommages. Et on commence à avoir des grillures. On va voir un peu. Ouais. Là, on ne le voit pas sur la photo, on va le voir après. Ça commence par des grillures sur le pourtour des feuilles à partir de juillet, août, ça dépend. L'an dernier, c'était plutôt août-septembre. Et ensuite, une généralisation des dégâts. Donc, quand on voit ce feuillage, on se doute bien qu'il va y avoir une perte de la machine photosynthétique, hein. Donc, plus de photosynthèse, plus de fabrication de sucre, d'acide, donc une maturité qui est perturbée, pour ne pas dire bloquée, et avec des doutes quant à l'épuisement de ce type de parcelle. Si elle est attaquée tous les ans, on a peu de recul encore là-dessus. Mais certains trouvent qu'il y a des problèmes de débourrement l'année suivante, donc à vérifier. Pour illustrer les propos, là, c'était en 2020. Vous voyez sur les photos de droite, on a un merlot avec, bon, il y a quand même pas mal de parties vertes, hein, qui fonctionnent. Le feuillage fonctionne, on est déjà à la mi-août. Et la photo du bas, bon, un mois plus tard, bon, voilà, il n'y a plus rien. Là, il se trouve que c'est un merlot qui était peu chargé, donc je ne pense pas qu'il ait eu trop de problèmes pour arriver à maturité. Mais sur des Nieluch, par exemple, qui est un cépage quand même tardif, si on a des attaques de ce type-là, de cet ordre-là, en juillet-août, il est fort probable que le raisin n'arrive pas du tout à maturité. Sur la photo de gauche, vous voyez une vue d'ensemble d'un vignoble sur Aléria. Voilà, on dirait qu'on est passé au lance-flamme. Ici en haut à gauche, des dégâts sur Vermentine, avec une décoloration. Pardon, décoloration sur le pourtour des feuilles. Et après, cette décoloration va progressivement regagner le centre du limbe. Et alors, sur les cépages blancs, là, sur le Vermentine, dans ces cas-là, c'est un peu moins spectaculaire. Mais en bas, vous avez du Bianco Gentil. Donc avec, c'est la même photo qu'avant, hein. Et une des particularités des symptômes de Jacobiasca, sur les extrémités du rameau, vous voyez sur la photo du milieu en bas, on a des entrecœurs qui deviennent très très petits. Il y a un ralentissement de la croissance des entrecœurs. Et les rameaux, l'extrémité des rameaux forment comme un goupillon, un rince-bouteille. En haut à droite, c'est du Chacarel au début septembre en 2024. Bon, voilà, je ne vais pas m'appesantir ah, sur les symptômes, c'est pas le but. Donc, le problème Jacobiasca libica, hein, cicadelle africaine, constitue de nos jours un enjeu majeur, hein. Alors pourquoi déjà? Parce que vis-à-vis des dégâts que cet insecte provoque, et surtout parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait très très peu d'insecticides qui étaient efficaces. Les insecticides qu'on utilise habituellement, soit sur les tordeuses de la grappe, soit sur la cicadelle verte en Pois cavitis, sont peu efficaces sur la cicadelle africaine. Donc tout a été essayé, les argiles,
les insecticides classiques, même ceux utilisables dans la lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée. Avec, en général, oui, on a un effet choc qui est intéressant, et puis au bout d'une semaine, les populations reviennent comme elles sont parties. Donc, l'an dernier, on a lancé un projet qui s'appelle Corsicadelle, qui fait partie d'un gros programme Agri-Resilience. Ce projet se donne comme objectif déjà bon, d'approfondir la connaissance de la biologie de la cicadelle africaine, essayer d'évaluer les effets sur la physiologie de la vigne, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les rendements, le débourrement, les mises en réserve. Et bien entendu, ce qui intéresse les viticulteurs, c'est chercher à trouver des moyens de lutte efficaces et, si possible, innovants, c'est-à-dire autres que la lutte chimique. Excusez-moi. Alors pourquoi autre que la lutte chimique? C'est très simple. En France, on n'a pas le droit d'utiliser certains produits qui sont utilisables en Italie, en Espagne notamment, qui sont très efficaces. Mais on commence à s'apercevoir que l'utilisation de tels produits provoque au bout de 3, 4, 5 ans des résistances. Donc la lutte chimique n'est pas forcément une lutte d'avenir. Donc en 2025, qu'est-ce qu'on a fait à ce propos? Donc on a suivi donc, les populations, vous voyez sur la photo en haut à droite, euh, population d'adultes pour voir les cycles biologiques de la cicadelle. Donc ce sont des pièges englués que certains de vous utilisent ou connaissent. Donc sur tout un réseau de parcelles. J'ai quand même oublié de dire que le projet Corsicadelle est porté par Agropole et qui est constitué du CRVI, d'Interbio et de la Réflec. Parallèlement au suivi de... J'ai un petit bug, excusez-moi. Parallèlement au suivi des adultes, on a effectué aussi des comptages de larves à la face inférieure des feuilles, puisque ce sont les piqûres de larves qui provoquent les dégâts que vous avez vus tout à l'heure. N'hésitez pas à m'interrompre d'ores et déjà si vous avez des questions. Sinon, je continue dans Non, la tu peux ligne. continuer, il n'y a pas Ouais, de questions. d'accord. Voilà, que les gens n'hésitent pas. Si vous avez des questions, n'attendez pas forcément la fin de l'intervention. Alors, parallèlement à ce programme, notre présidente José Vanucci avait été en contact avec le cabinet Saint-Vincent, Monsieur Benoît Alden, pour tester un piège. Et donc, on se dit, bah, tiens, pourquoi pas de tester un piège connecté pour suivre les populations d'adultes. Euh, voilà, donc on va le voir après. Donc voilà le piège tel qu'il est. Alors, il est alimenté par un panneau solaire. Euh, Vous voyez ma petite flèche là, qui bouge? Non. Oui, si, si, on voit très bien. Ah, d'accord, ok. Donc là ici, c'est le même système que les plaques engluées. C'est une plaque engluée jaune. Et en face, vous avez un appareil photo, donc qui va prendre des photos. Et les photos vont être traitées voilà, c'est l'appareil photo qui constitue nos yeux. Alors, on peut programmer jusqu'à 2 à 3 photos dans la journée. Est-ce que c'est utile ou pas? On le verra. Et ensuite, ces photos sont envoyées vers une plateforme et sont traitées ont été traitées par nos soins. Je vais revenir là-dessus. Parallèlement, il y a un capteur ici d'humidité, de température pour essayer de voir s'il y a des relations à mettre en place entre les populations et les conditions climatiques. Alors, le problème cette année, quand on nous a vendu, je mets vendu entre guillemets, le piège, c'est qu'il était censé nous donner les captures qu'il y avait de cicadelles. Sauf que ben, l'appareil n'était pas programmé, n'était pas paramétré. Il n'y a pas justement de paramétrage pour reconnaître les cicadelles vertes
ou jaunes, ou enfin, les cicadelles en général. Ça a été un problème. Alors, je tiens à préciser, s'il y en a qui sont concernés par la cicadelle de la flavescence dorée, là, en revanche, on peut les reconnaître facilement. Ça, c'est l'intelligence artificielle qu'il y a derrière cette machine qui reconnaît les cicadelles de la flavescence. En revanche, les cicadelles vertes, il ne le reconnaît pas. Donc, ce qu'il a fallu faire, eh bien, vous le voyez marqué ici en rouge. On a pendant 3 mois, avec l'aide quand même d'une collègue qui était là l'an dernier, on a, voilà, on avait programmé à deux photos par jour, en gros en journée et la nuit, pour voir comment se déplaçaient ces bébêtes. Et ensuite, hop, le, sur la plateforme, on va le voir, on peut avoir des captures journalières, par plage horaire, est-ce que la température, l'humidité ont un rôle, etc. Donc, voilà l'interface du site de TrackView. Ici, vous voyez 2 photos par jour. Et les petits rectangles verts, ce sont des marquages que l'on a effectués nous-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui nous a dit, voilà, sur cette plaque, vous avez tant d'individus. Il a fallu tous les jours et 2 fois par jour même marquer ces individus de manière à alimenter la base de données photographique. Hein, là, sur l'année 2025, je ne sais pas du tout, le cumul, on doit l'avoir quelque part, mais il y a des dizaines et des centaines de milliers d'individus qui ont été photographiés, voilà, qui ont été repérés par nos marquages. Ici, vous avez une vue d'ensemble de ce que donne la surface du piège connecté. Alors donc c'est le même principe quand on met des pièges jaunes au sein de la végétation. Voilà, on arrive devant le piège et on regarde et on compte les individus. Là, une fois que l'alimentation sera effective pour l'intelligence artificielle, on n'aura pas besoin de les compter un par un pour avoir une évolution du cycle du ravageur. Alors c'est en cours, nous on a fait ça pendant 3 mois, et ensuite ce sont les équipes de TrackView qui ont donc été entraînées par nous, qui ont pris la relève, donc on n'avait plus ensuite, à partir de la mi-août, on n'a plus à le faire. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients? Bon, on va vite le voir. Donc l'objectif était de marquer les individus de manière à entraîner l'intelligence artificielle et aussi vérifier la fiabilité de ce piège quant aux populations, enfin au repérage des différents cycles de la cicadelle. Donc on a des dynamiques plus détaillées, c'est-à-dire on a au jour le jour. Quand on pose des pièges sur les parcelles, eh bien, on peut y aller tous les jours, hein, mais en général, quand on a des kilomètres à faire pour des réseaux un peu vastes, hein, qui couvrent le territoire, le gros avantage, c'est que bon, ben, derrière son bureau, on peut avoir les résultats devant les yeux, donc on n'a plus de déplacement à faire, sauf, bien entendu, quand on doit faire des comptages larvaires sous les feuilles, là, bien entendu, il faut faire les comptages, les déplacements, pardon. On a quand même voulu vérifier que ce qu'on faisait derrière ce travail, derrière l'ordinateur, correspondait bien à la réalité, c'est-à-dire que à plusieurs moments, on est allé vérifier de visu le piège englué de ce piège, TrapView, et on a remarqué en gros 3 à 5% d'erreur entre ce qu'on marquait derrière l'ordinateur et ce qu'on voyait réellement. Donc, ce qui est quand même peu. Les photos sont très nettes. Alors parfois, s'il y a un peu d'humidité, ça l'est moins. Mais en gros, 3-5% d'erreur, on peut considérer que c'est assez fiable. Bon, là, le gros inconvénient, ça a été le temps qu'on a passé
pour faire tout ce travail avec certains problèmes d'enregistrement. Il fallait revenir parfois un jour ou deux en arrière. Quand on ne marquait pas les individus le week-end, le lundi, il fallait marquer ceux du samedi, ceux du dimanche, qui s'accumulaient. Bon, enfin, voilà, je vous passe les détails. C'est pas l'essentiel. Enfin, pour nous, oui, ça l'a été. Comment on exploite les résultats? Alors, est-ce qu'il est possible d'identifier les générations de cicadelles adultes au cours de la saison? Donc, on le voit sur ce graphique, on voit nettement des populations qui démarrent en... Alors, le piège a été installé en mai, début mai. Voilà, on a une petite génération printanière. Je ne sais pas si c'est la même, mais je pense que c'est une deuxième un peu plus forte, courant juillet. Après une troisième en août, une quatrième en septembre. Ensuite, là, c'était on avait dû l'enlever pour permettre à la viticultrice de faire ses vendanges, hein. Il n'était pas question que la machine termine dans la benne à vendange. Et ensuite, on voit que les individus continuent en octobre, novembre, et on a continué à en capturer jusqu'au mois de décembre. Euh, Je tiens à dire, oui, qu'en 2025, ce qui était dit au début sur la première diapo, je crois, ou la deuxième, on a eu moins d'attaques que les autres années. Et en fait, on le voit ici, le plus gros des pics ont été au mois de septembre. Et comme on a eu des vendanges assez précoces, les raisins dans l'ensemble ont été moins impactés, sauf exception, il y a des parcelles qui ont souffert, mais ce sont surtout les populations de septembre et non pas août et juillet qui ont impacté la vigne. Donc on voit 3, 4, 5 générations grâce à ce piège. Vous allez voir que pour l'instant, on n'est pas dans la lutte, mais vous allez voir que cette information est très intéressante sur les diapos suivantes. Peut-être que je passe un peu vite, vous me le dites hein, si je passe un peu vite. Euh, bon, après, on avait essayé de voir si la température avait une influence. Est-ce que les adultes volaient la nuit, le jour? Alors, vous voyez un coefficient de corrélation de 0,27, donc il n'y a pas de corrélation, hein. On a pas mal d'individus qui volent la nuit, qui volent le jour, mais on constate quand même un pic de vol aux alentours de 25 degrés. Bon, qu'est-ce que ça donne après pour concrètement sur le terrain? Pas grand-chose, mais on peut s'imaginer que des printemps froids ou des étés chauds ben, vont avoir des influences plus ou moins grandes. Juste pour info, l'an dernier, le printemps avait été très humide. On a eu peu de population printanière et début estival. Et cette année, on commence à capturer quelques individus dans des pièges depuis presque un mois déjà, mais on a une première génération qui est quasi invisible. Donc je me demande si on n'est pas parti sur le même rythme que 2025. Et ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. La diapo suivante, on a voulu voir s'il y avait quand même une influence de ce piège, enfin une influence, une différence de comptage entre ce qu'on utilise de façon classique sur la photo du bas, voilà, histoire de quand même qu'on soit bien en accord avec les observations qui sont faites par ailleurs par d'autres techniciens ou viticulteurs qui le font eux-mêmes. Alors ici, donc, vous avez la courbe en orange, ce sont les captures du piège à la parcelle, la photo du bas, et en vert, les captures du piège TrackView. Et vous voyez que quand même, à quelque chose près, ça indique la même chose, hein. Donc c'est rassurant, hein, parce qu'en fait c'est un piège hein, jaune englué. Donc c'est rassurant, mais voilà, on ne savait pas s'il y avait un rôle de tout cet appareillage qui aurait pu entraîner un biais. Donc un coefficient de corrélation proche de 1, on peut estimer que ce piège est très fiable dans le suivi classique des populations de citadelles.
Alors vous me direz, bah oui, c'est bien, on n'a pas besoin de se déplacer, on verra le coup après. Mais bon, il faut quand même aller faire des comptages sur feuilles. Il faut faire des comptages sur voir les populations de larves qui piquent les feuilles, parce qu'à un moment donné, il faut trouver le moyen, le temps, à quel moment, quand est-ce qu'on va traiter. Et donc, on a mis en corrélation les observations qu'on faisait sur vigne. Alors, là, j'ai pas réussi à retrouver, mais c'est pas le piège TrapView ici. Mais qu'importe, on a vu sur la vidéo précédente, la diapo précédente qu'on pouvait faire confiance au suivi des populations. Donc là, on a en rouge les populations d'adultes et en vert les populations de larves sur les feuilles. Alors, bien sûr, ben c'est tout à fait normal, à part un pic ici que l'on n'a pas trop compris. Les dynamiques se suivent hein, avec quelques jours de décalage. Les adultes vont pondre, les pontes vont donner des larves de plusieurs stades. Et ensuite, ben, on a ce résultat. Donc, l'intérêt justement du piège adulte, c'est qu'en fonction de la courbe, de la dynamique qu'on a, on sait si on est en début de génération, début de cycle, de première génération ou de deuxième. Et donc, on va savoir, ou si on est au contraire sur la pente descendante. Si on est sur la pente descendante, ben, on va avoir beaucoup moins de larves. Donc, ce serait inutile, pour ne pas dire idiot, de traiter à ce moment-là. Et inversement, si on est en début de cycle, avec très peu d'individus sur les feuilles, là aussi, on pense que, à moins d'avoir un produit qui est 3 semaines ou un mois de rémanence, ce qui est loin d'être le cas, il n'est pas utile de traiter à ce moment-là. Donc, on a une bonne corrélation entre les populations d'adultes et de larves par la suite. Donc, au final, c'est un bon indicateur de la dynamique des populations sur feuilles. Alors là, je tiens à dire que tout de suite, euh, dynamique de population ne veut pas dire niveau de population. Ici, par exemple, c'était une parcelle où il y avait énormément d'individus euh, en capture. Vous voyez, ici, on a jusqu'à 700, 600, 700 captures euh, au mois de juillet. Sur les larves, on est à 20 individus pour 100 feuilles. 20 individus, c'est peu. Mais on pourrait avoir une parcelle avec énormément plus d'individus ou beaucoup moins encore. Là, tout est question d'échelle. Quand on travaille l'échelle des ordonnées, on fait bien caler les courbes. Mais si on change d'échelle, donc on ne pourra pas savoir. Donc, bien entendu, on ne peut pas s'affranchir de l'observation de terrain, ça c'est une règle d'or de toute façon quand on fait de la surveillance de vignes, on ne peut absolument pas s'affranchir de l'observation et il est illusoire de croire qu'un outil, quel qu'il soit, qu'on utilise, que ce soit de la modélisation, que ce soit ce type de piège, que ce soit de la bibliographie, il est illusoire de croire qu'on va pouvoir faire de la lutte sans faire de l'observation. Alors actuellement, le problème que l'on a, c'est qu'on ne connaît pas le seuil de nuisibilité des cicadelles africaines. On ne sait pas si depuis 30-40 ans, on connaît le seuil de nuisibilité d'Empois cavitis, la cicadelle aigriure, qui est de une cicadelle par feuille au printemps et une pour 2 feuilles en été. Enfin, c'est un seuil indicatif. Pour la cicadelle africaine, on ne sait pas. On pense, vu les dégâts qu'elle fait, qu'elle occasionne, et par rapport au nombre d'individus qu'on a compté, on pense que le seuil est plus bas. Donc voilà, là on continue à travailler sur cette question. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse fiable sur un millésime, et qui plus est un millésime où on avait peu de dégâts en juillet et en août. Donc, voilà, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Donc, le piège, c'est bien.
quand on veut suivre les populations, on évite de faire des centaines et des centaines de kilomètres et le temps que l'on doit passer. Mais à un moment, il faut quand même faire des contrôles sur les vignes. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai omis de vous dire, c'est peut-être que la question est entre les lèvres de certains d'entre vous. Euh, on a en gros deux types de cicadelles, donc Ampoas cavitis et Jacobiasca libica. Euh, Quand on fait des comptages, que ce soit sur piège placé dans les vignes ou que ce soit sur le piège connecté, on est incapable à l'œil de faire la différence entre les deux espèces. Donc pour connaître, pour savoir si on a affaire à de l'Ampoasca ou à du Jacobiasca, il est obligatoire de faire des prélèvements d'individus et de faire de l'identification au laboratoire. Voilà. Donc là, les pièges comptent l'ensemble des, euh, des cicadelles. Il y en a même une troisième, Siginaramni, qui vient de temps en temps aussi se mêler à l'histoire. Donc voilà. Donc le piège, on connaît les évolutions de population, et si on veut savoir à quoi on a affaire, il faut faire de l'identification. Après, vous me direz pourquoi, qu'importe savoir si ce à quoi on a affaire. En fait, aussi, parce que il y a des produits insecticides classiques qui sont efficaces sur un poisca qui ne le sont pas sur Jacobiasca. Donc voilà, là, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais il faut l'avoir en tête quand même. Euh, ça peut expliquer pourquoi, dans certains cas, les efficacités de produits sont variables. Pourquoi, sur certaines parcelles, on peut arriver à contenir un peu les populations, mais sur d'autres, pas du tout. Ça peut être un élément d'explication. Voilà, le programme Corsicadel est un programme sur 3 ans. Je ne sais pas si en 3 ans, on va arriver à répondre à toutes les questions que l'on se pose, parce que plus on se pose de questions et plus on en trouve d'autres. Et donc, voilà, on verra. 2026, c'est la deuxième année. Je pense que le diaporama est fini. Après, j'ai d'autres... Oui, désolé. Je vous remercie pour votre écoute, même si ce n'est pas marqué à l'écran. J'ai d'autres diapos éventuellement, selon les questions qu'il peut y avoir au cours des minutes qui vont suivre. Donc là, Gilles, vous continuez votre expérimentation sur la même exploitation. Est-ce que vous allez mettre d'autres pièges? Est-ce que vous avez qu'une seule exploitation test? Non, non, Et j'aurais dû préparer d'ailleurs des documents. Non, on a. Où est-ce que je les ai mis? Là, je suis en partage d'écran. Je vais vite fait arrêter le partage d'écran. On va continuer à discuter. Euh, je n'hésitez sais pas à poser vos questions, même à activer Donc, vos micros non, si non, vous pouvez. on a un réseau de pièges sur, essentiellement sur la côte orientale, plus à Ajaccio aussi, parce qu'on a quand même une technicienne à Interbio qui est sur Ajaccio. Et parallèlement à ce travail, il y a un groupe de travail national qui réunit aussi la Chambre d'agriculture, CAF Coopérative. Et donc, au final, entre ces deux programmes, on a un réseau de piégeage sur toute la Corse, que ce soit Patrimoine, en Balagne, Ajaccio, Sartène, Figuerie, Porto Vecchio, Côte-Orientale, Balagne, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc on a un réseau sur toute la Corse. Est-ce que les pièges sont d'un point de vue technologique, sont toujours vont être en cours d'évolution ou Lesquels? bah, les pièges que vous utilisez par rapport à l'IA, est-ce que on Ah imagine ben non, que l'IA va être entraînée non, non, on continue, hein. Pour l'instant, il n'y a que ce piège qui est sur Talon, là, le piège connecté. On l'a utilisé sur Talon. Après, bon, les généraliser, ça serait intéressant, mais bon, ça a quand même un coût, hein, on va pas se mentir. Même si après, on peut mettre sur la balance les coûts, les charges et les intérêts d'avoir ce type de piège, quoi.
Donc là, on se déplace. En général, ces pièges sont relevés une fois par semaine. Alors que là, avec le piège connecté, on a l'évolution au jour le jour. Et est-ce que les agriculteurs sont demandeurs de ce genre de piège? Ça coûte combien si on devait équiper une parcelle et combien il en faudrait par Alors, des parcelle? pièges classiques, plaques engluées qu'on pose dans la végétation? Non, 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 le piège connecté. Ah, le piège connecté. Alors, le prix exactement, je ne le connais pas parce que, comme c'était une année de test, on nous a offert cet abonnement, mais qui au départ devait être dans les 900 euros. Alors après, il peut y avoir des remises, mais un abonnement à l'année, c'est dans les 600 euros, je pense. Alors, ce piège, bon, on a quand même négocié avec TradView. On l'a racheté. Cette année, on l'a racheté. On a racheté du matériel d'occasion puisqu'on l'avait utilisé un an. Donc là, maintenant, il est à nous. Après, dans les détails, je ne vous dirai pas trop, hein. Il y a, sur 3 ans, on a un abonnement qui est à faible coût. Donc, je ne sais pas si un organisme devait vouloir s'équiper de ce type de matériel. Bon, il faut discuter directement avec eux, hein. C'est comme quand on va acheter une voiture, hein. Il y a des remises, des- et si on en achète plusieurs, je pense qu'il doit y avoir un prix. Mais voilà, un Il y a ordre d'idée, c'est que il y a d'autres fournisseurs de pièges connectés ah, ou ils sont il en plutôt seuls existe. sur le marché? Oui, euh, je j'ai plus le nom en tête. Et, il y a Biogar qui en fait aussi, il me semble. Et bon, TradView, c'est l'essentiel, hein, d'après ce que j'ai compris. Et je crois qu'il y a Biogar qui en fait. Je crois que j'avais. Là. Non. Biogar, c'est à vérifier. À vérifier. On peut vérifier sur Internet. De toute façon, posez-moi toutes les questions. Je vais sur celles que je n'arrive pas, où je ne connais pas la réponse, je vais faire Ouais, quelques je voulais pas recherches. te piéger, hein, c'est Ah un non, mais jeu de c'est mots. très bien. C'est- Comme je ne m'étais pas posé la question, mais je pense que Biogar en fait aussi, ouais. Après, euh, ce type de piège existe aussi pour bon, il y a des pièges classiques que les viticulteurs utilisent contre les tordeuses de la grappe. Donc là, c'est autre chose. On capture les individus non pas sur un piège englué, mais en diffusant des phéromones. Enfin oui, la plaque est engluée, mais on les attire avec des phéromones. Et donc là, le principe est le même avec le piège connecté TradView. On peut avoir un piège connecté pour faire le suivi des populations de tordeuses de la grappe, d'après ce qu'ils m'ont dit. D'accord, donc là, ça va être la deuxième année où vous allez tester, enfin retester le piège. Est-ce que vous allez sur d'autres tests ou vous confirmez vous allez essayer de confirmer Bon, on les va déjà essayer, possibilités du test? on va essayer de le confirmer en espérant. Ça, c'est toujours l'œil du chercheur par rapport à celui du viticulteur. Le viticulteur espère qu'il va y avoir peu d'attaques. Nous, on espère qu'il va y avoir comme des individus pour tester, pour au moins confirmer la fiabilité de ce type d'équipement. On ne peut pas rester sur une année. Les conditions climatiques sont particulières. Voilà. Mais enfin, je pense que le piège en soi, je vois pourquoi il serait pas fiable, parce que c'est une plaque engluée. Alors, je suis surpris que personne ne m'ait posé aussi la question, comment ça se fait qu'on obtient le même nombre d'individus sur une face du piège connecté par rapport à deux faces du piège que l'on met dans la végétation. Et en fait, on en capture deux fois moins, on capture une face. Mais ça, c'est intéressant parce que on aurait pu imaginer aussi que un courant comme les vents, qu'il peut y avoir plus d'individus capturés sur une face que dans l'autre. Donc là, on aurait eu un décalage entre les deux types de pièges. Mais je ne sais pas si je suis assez clair là. Je crois que ça va un peu trop vite dans ma tête là. Est-ce que j'ai été clair pour tout le monde? Il n'y a personne
Écoute, qui non, intervient. on n'a pas de. Écoute, Tu as on n'a donné le pas de. micro, tu as donné le micro à tout le monde? Non, j'ai pas donné le Ah, micro à ben tout le voilà, monde, peut-être mais qu'il y a des gens qui parlent. non, non, mais chacun peut répondre, je crois, dans le chat. Ah, j'arrive pas à me mettre en plein écran. C'est pas possible, ça. Voilà. Euh, donc, oui, oui, on l'a ce piège, donc on va continuer à l'utiliser. En tout cas, j'imagine qu'on pourra retrouver tous les résultats de votre expérimentation sur les tests et vos autres programmes sur votre site internet. Oui, alors il y a certains résultats qui sont annuels et puis il y a d'autres Hmm. résultats que l'on diffuse après certaines acquisitions au bout d'un un an, 2 ans, 3 ans. Donc là c'est à nous de voir à quel niveau on communique Alors, le, le- le- je vais me permettre de prendre la parole. Donc, les résultats concernant à la fois TrapView et le projet Corcicadel on en parle régulièrement, particulièrement dans nos AG. On en a parlé lors de votre colloque Ecophyto, pour lequel nous étions présents. On en parle aujourd'hui. Lors de notre assemblée générale, on va faire un point sur ce sujet. Pour l'instant, ils ne sont pas disponibles Alors, sur notre site internet parce que, comme l'a très bien dit Gilles, on a 3 années d'expérimentation et on n'aime pas conclure ou publier des résultats intermédiaires qui, quelquefois, sont appelés à être modifiés directement sur notre site. Voilà. Il nous arrive aussi, quand on a une information, par exemple, quand Gilles a aperçu les premières larves de Jacobiasca, on a fait tout de suite une alerte sur notre Instagram, qui reste quand même un support très facile pour la publication. Et puis, de toutes les façons, comme les vignerons sont de grands Instagrammeurs, ben finalement, ils nous suivent très bien sur Instagram. Voilà. un petit complément concernant les résultats TravView. Normalement, un article doit sortir là dans Vitisphère, qui sera co-signé par TravView, Cabinet Saint-Vincent et CRVI. Alors quand? Je ne sais pas. Je pensais qu'il allait sortir déjà, mais au moins que je l'ai loupé. Ça peut arriver aussi. Si quelqu'un l'a vu passer, dites-le moi. Je me sentirai moins bête après. Bon, en tout cas, on va suivre vos résultats, enfin vos résultats ou vos observations avec grand intérêt. Si on n'a pas d'autres questions, vraiment, Gilles, merci pour cette présentation qui était très claire. Je Euh, l'espère. oui, en tout cas, bon, n'hésitez pas aussi, vous pouvez contacter Gilles par mail ou nous contacter. Et puis, écoutez, si on n'a pas de questions, je vous propose de clore ce webinaire. Encore merci au CRVI pour les 2 derniers Merci à vous. webinaires que nous avons fait ensemble, hein. On va vous retrouver, j'imagine, pour la saison 2 du webinaire de l'innovation. Quant à moi, écoutez, je vous retrouve le mois prochain, le 9 juin, où là, nous allons complètement changer de sujet, puisque nous allons parler de canne à sucre. Ah, On reste dans l'alcool avec la production de rhum et on va s'interroger sur la possibilité de faire de la canne à sucre en Corse. Donc, une exploitation s'est lancée et donc nous les recevrons à notre micro avec en plus un chercheur du CIRAD de Montpellier qui a travaillé sur la génétique de la variété de la canne à sucre. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve le merci. mois prochain. Et Bonne encore journée. merci Gilles et Nathalie. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous de Au nous avoir revoir. donné cette tribune par 2 fois. Tu me mettras À mon bientôt. mail, Sandrine, si jamais il vient Oui, des je mettrai questions à ton mail et certaines. ta présentation dans le replay. D'accord. Mm. Au Merci revoir. À beaucoup. bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci. Merci Gilles. Bonne journée. Ah, salut Luc. Au revoir.